Bonjour à tous, il a commencé sa carrière chez Procter & Gamble en Italie, est entré chez Whirlpool en 1995, Whirlpool dont il a notamment été le responsable marketing pour la zone Asie-Pacifique, puis le directeur général pour les pays d'Europe du Nord. Depuis 2013, il préside la filiale française de Whirlpool. Il est également à la tête d'Indesit France depuis le rachat de la société. Bonjour, Andrea Paiusco. Bonjour. Je vous propose de commencer par redonner les grands chiffres concernant Whirlpool, grands chiffres mondiaux, grands chiffres en France également, chiffre d'affaires, nombre de salariés. Oui, avec plaisir. Whirlpool est le leader global de l'électroménager. On a aujourd'hui environ 13% des parts de marché au niveau global. On affiche un chiffre d'affaires autour de 23 milliards de dollars au niveau global. Après, au niveau Europe, on est aussi le leader avec un part de marché de 16%. Et on a aussi l'opportunité d'avoir la leadership en France avec un part de marché d'environ 20%. 20% en France. Oui. Combien de salariés dans l'Hexagone? Dans l'Hexagone, on a aujourd'hui environ 700 employés qui sont dans le siège de Whirlpool, d'Indesit et l'usine de production d'Amiens aussi. Alors, Indesit, vous venez d'en parler. Indesit, c'est l'acquisition qui a été réalisée l'an dernier, fabricant d'électroménager italien, qui a conforté vos positions, notamment en Europe, ce qui vous a permis de conforter votre place de leader. On va revenir sur les restructurations annoncées en Italie notamment, mais simplement sur vos ambitions grâce au rachat d'Indesit. En France, l'idée, c'est de monter jusqu'à 25% de part de marché en 2018. C'est un plan de marche très ambitieux. Vous partez de combien aujourd'hui, part de marché en France? Aujourd'hui, on part de 20%. 20% à valeur. Et on a l'ambition de monter à 25% dès 2018. Alors, d'ici là, un certain nombre de réorganisations vont avoir lieu. Je le disais à l'instant, hier, on a appris ce qui se profilait en Italie, avec la fermeture probable de 2 sites, réduction d'un tiers des effectifs. Ça fait beaucoup de bruit en Italie. Est-ce qu'il faut s'attendre à des annonces de ce type sur le territoire français également? Mais écoutez, après l'acquisition d'Indesit, forcément, Whirlpool a commencé un travail d'étude par rapport à la structure productive en Europe. Et c'est une étude qui est en cours. C'est une étude complexe, forcément. On est en train de regarder et créer la structure la plus efficace et garantir la pérennité des tissus productifs en Europe. Bien sûr, l'Italie, c'est bien évidemment la priorité, sachant qu'on a 8 sites en Italie et qu'on est en train de travailler avec le gouvernement et avec les partenaires sociaux pour trouver la solution la meilleure possible pour la société, mais pour les employés aussi. Ce qu'on comprend bien, c'est qu'après cette acquisition, il y a des usines qui sont en redondance dans un certain nombre de pays. C'est le cas en France? Vous avez combien de sites en France entre Indesit et Whirlpool? En France, on a seulement un site, c'est le site de production d'Amiens, qui est bien focalisé sur la production de sèche-linge haut de gamme. C'est-à-dire que la stratégie qu'on a prise en France, c'est de se focaliser fortement sur des produits à haute valeur ajoutée et pas forcément sur les produits à plus bas niveau, par exemple les sèche-linges ventilés. On est très focalisé sur les sèche-linges pompes de chaleur, c'est-à-dire les plus avancés au niveau des technologies. Donc a priori, moins impacté par l'opération Indesit qui est, lui, plus positionné sur l'entrée de gamme dans les électroménagers. Bien évidemment. J'aimerais qu'on parle des spécificités du marché français. Il s'est porté comment ce marché en 2014? En 2014, le marché était relativement stable, voire légèrement positif. Ce qui est un mieux par rapport aux années de crise qui avaient vu le marché décliner. Je pense qu'on commence à voir les indicateurs un peu plus vers le vert. C'est vrai pour la France, c'est vrai un peu partout en Europe. Et après, bien sûr, les soucis par rapport à les valeurs des marchés, les prix moyens des marchés toujours là. On a tous les ans, depuis, je pense, 2008, en perte des prix moyennes au niveau total des marchés d'environ 7-8 euros, qui est énorme. Chaque année? Chaque année. Et ça, vous l'expliquez comment? Chaque année. Mais c'est une combinaison des éléments différents. C'est bien sûr la croissance des MDD, des marques de distributeurs. C'est aussi la présence et l'agressivité des fournisseurs
qui arrivent plutôt de l'Asie ou de la Turquie, c'est, je trouve, aussi lié forcément à une situation structurelle des grandes capacités productives installées, pas seulement en Europe, mais plutôt au niveau global. Oui. Donc en tout cas, des signaux plutôt positifs pour 2014 et 2015 aussi 2015, plutôt bien orientés. 2015, je trouve, c'est relativement bien orienté. On a jusqu'à aujourd'hui un niveau, même si relativement limité de croissance, qui est tout à fait positif après des années pas forcément faciles. Et je pense que la situation va améliorer pendant l'année. Alors l'année 2014 a été marquée par l'opération Whirlpool Indesit, mais également par le rachat par Electrolux de la branche électroménager de General Electric. Oui. Ça veut dire qu'il y a un mouvement global de consolidation. Oui. Quels sont les moteurs de ce mouvement? Est-ce que vous le voyez se poursuivre dans les années qui viennent? Je pense que c'est forcément un processus presque obligé. Je trouve de plus en plus qu'il y aura des rapprochements et probablement des acquisitions dans le futur. Je peux regarder la situation en Amérique du Nord, par exemple. En Amérique du Nord, les top 3 producteurs représentent 73% du marché. Oui. Les top 3 des fournisseurs en Europe représentent seulement 35%. Oui, donc ça montre combien le paysage est encore très éclaté. Exactement. Et quand je regarde combien de concurrents, par exemple, on a en France, je peux compter environ une vingtaine de concurrents. C'est beaucoup, bien sûr. Donc il y a les traditionnels, Bosch, en Europe, on voit Electrolux, Bosch, et puis on voit des acteurs émergents. Vous avez cité la Turquie tout à l'heure, avec Beko, et puis le chinois Haier, qui est également très actif. Vous vous attendez donc à de nouvelles opérations de rapprochement. Pour Whirlpool, c'est également au programme? Whirlpool va continuer à... Mais Whirlpool, bien sûr, reste toujours disponible à évaluer des opportunités au niveau des croissances, même ces croissances externes. Mais bien sûr, on est plutôt concentré, et notamment après l'acquisition d'Indesit, sur les opportunités de croissance interne qu'on a. Avec l'acquisition d'Indesit, on est capable d'augmenter les investissements, notamment sur la partie R&D, Research and Development, jusqu'à 500 millions d'euros déjà cette année. Et c'est quelque chose qui va continuer et j'espère même monter dans le futur. Innovation, notamment, on en parle beaucoup dans votre secteur, dans les objets connectés. On est encore au stade du gadget, ou est-ce que c'est réellement une attente des consommateurs et qui fait qu'on va voir les gros appareils électroménagers se révolutionner dans les années qui viennent? Je pense que, bien sûr, l'actualité des électroménagers connectés est là. Je trouve l'effort à faire, c'est plutôt sur les services qu'on est capable de donner, les vrais bénéfices consommateurs qu'on peut créer grâce à les objets connectés. Par exemple, on vient de lancer des produits, la gamme complète des produits connectés. Et par exemple, on a une solution de communication entre le lave-linge et le sèche-linge pour avoir les meilleurs résultats au niveau lavage, mais aussi au niveau séchage d'une façon automatique. Ça, c'est un avantage, un bénéfice tangible pour les consommateurs. Après, bien sûr, je pense que les objets connectés vont donner des opportunités dans le futur, même pour apporter des bénéfices importants, c'est-à-dire réduction des consommations énergétiques et même, et c'est quelque chose qu'on a déjà commencé à aborder, la réduction des gaspillages alimentaires avec des réfrigérateurs plus intelligents et bien sûr plus performants. J'ai entendu parler de réfrigérateurs qui vous signalaient quand un produit était périmé ou quand il fallait aller faire des courses, parce que c'est de la science-fiction ou c'est réellement ce qui se profile? C'est absolument correct. Après, on vient de lancer une gamme de produits qui, même pour les produits qui n'ont pas l'opportunité d'être connectés, à niveau de performance, vont garantir une conservation des aliments beaucoup plus longue qu'avant. Et ça, c'est encore une fois dans la direction des données, des bénéfices
tangible et important pour les consommateurs. Merci beaucoup, Andrea Pagliusco. À bientôt. Merci à vous.